Bonjour à tous et bienvenue dans le Mag Bernay. Dans cette émission, je suis accompagné aujourd'hui de Claude Janvier. Il est écrivain polémiste et habite ici à Bernay. Bonjour. Bonjour. Alors si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est pour parler d'un voyage que vous avez pu faire avec une délégation française. Vous êtes allé en Syrie, invité par l'association des écrivains arabes syriens, donc un pays en guerre. Premièrement, quel était le but de ce voyage et comment vous avez été amené à le faire ? Eh ben, j'ai été coopté dans cette aventure par un ami écrivain qui, lui, n'a pas pu y aller. Et puis, eh bien, donc, c'est à la demande, effectivement, de l'association des écrivains arabes syriens et à la demande aussi de monsieur Adnan Azam, qui est un écrivain syrien, qui parle français excellemment bien, et qui nous a demandé, c'est-à-dire le petit groupe et moi-même, on était 7, très exactement, et c'est exclusivement un voyage de témoignage. De se rendre compte de visu de l'état de la Syrie aujourd'hui. Donc un voyage de témoignage, donc le but, vous le dites vous-même dans votre lettre ouverte dont on parlera tout à l'heure, c'est d'aller au-delà des images qu'on peut voir à la télé. Justement, quand on va sur place, quel est le constat ? Qu'est-ce qu'on y voit ? Ça fait un choc, parce que d'une part, moi c'est quand même la première fois dans ma vie que j'ai mis les pieds dans un pays en guerre. Il faut savoir que la guerre n'est pas tout à fait terminée, puisqu'il y a toujours un front au nord avec les Turcs, l'armée turque, et les milices turkmènes juste à côté. Il y a toujours un front au sud, à la frontière jordanienne, israélo-jordanienne. Donc c'est vrai que c'est un pays qui est quand même... c'est une espèce de guérilla. Il y a toujours des escarmouches au nord comme au sud, des tirs de missiles, etc. Donc ça fait un choc parce que quand vous voyez des villes comme Alep ou Deraa en bas dans le sud, ce sont des villes qui ont été détruites à 75%. Donc c'est vrai, comme je le dis toujours, depuis que je suis revenu, c'est une chose de voir des images de destruction à la télévision, parce qu'aujourd'hui avec les films américains, on est évidemment habitué à voir des immeubles qui explosent, des voitures qui volent dans les airs, des camions qui tournent dans les ravins. Voilà, et donc finalement on en oublie, quand on le voit sur place, en réel, franchement ça fait un choc. 75% de destruction, comme Alep par exemple, c'est une ville martyre. Ils ont même dynamité la mosquée, ils ont dynamité les souks séculaires du XIVe siècle, donc c'est vrai que ça fait mal, et puis en plus... les gens qui habitaient là, où sont-ils relogés aujourd'hui ? Dans des tentes, c'est compliqué, quoi. Quelque chose qui vous a aussi marqué pendant ce voyage, c'est l'extrême pauvreté des habitants, donc des Syriens, des files interminables pour acheter du pain, des tickets de rationnement. Les prix pour les produits alimentaires ont connu aussi une inflation de 133%. Comment les Syriens parviennent-ils à vivre, voire même à survivre ? Ils se débrouillent, c'est-à-dire que c'est un peuple courageux, c'est un peuple fier. Ça force le respect. Honnêtement, le peuple syrien force le respect. Ils cultivent quand même beaucoup, heureusement, de fruits et de légumes. Ils ont des très beaux étals. Franchement, c'est superbe. Alors après, ils se débrouillent. Chacun essaye de se débrouiller comme il peut. Il faut savoir aussi que, mais je pense qu'on va y revenir, il y a un embargo. Effectivement, mais ça je pense que ça va être la prochaine question. Donc c'est vrai j'ai vu des files indiennes de gens qui attendaient pour avoir leur ration de pain. C'est des pains ronds, des pains pita, parce que le gouvernement est obligé de donner des tickets de rationnement pour éviter la spéculation, parce que bien évidemment quand vous avez une inflation telle, il y a du marché noir, il peut y avoir du marché noir de spéculation, et là ça va pas du tout être profitable au peuple. Voilà. Alors à votre retour de ce voyage, votre délégation et vous avez publié donc une lettre ouverte et vous y dénoncez dedans, donc vous venez d'en parler, un embargo criminel. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer de quoi il s'agit précisément ? Alors depuis 2014, donc depuis la présidence de Barack Obama aux USA, a été décrétée la loi César. Alors César, je m'explique 2 secondes, c'est un transfuge de l'armée syrienne qui aurait pris des photos de 50 000 personnes décédées, qui ont été torturées, etc. Sauf que ce qui est un peu étrange dans ce rapport César, qui a donné suite, ces photos ont donné suite après au rapport César. Ce qui est un peu étrange, c'est que ce sont des photos de gens, mais anonymes. Or, si c'est un gouvernement décide de faire un album, entre guillemets, photo, bien évidemment, il y aura un nom et un prénom. Donc là, ce sont des photos de corps anonymes, donc on ne sait pas du tout qui. Voilà. Donc en fait, ce qui est beaucoup plus probable, c'est que ce soit effectivement des corps qui ont été torturés et qui ont été tués par les djihadistes. En plus, ce rapport 2014 de la loi César a été financé
par le Qatar. Alors, il faut savoir que le Qatar est un des pays quand même belligérants contre la Syrie, qui a fait partie de la coalition internationale contre ce pays, donc c'est quand même de facto suspect. Ensuite, ce même rapport a été aussi sponsorisé par une ONG qui s'appelle Human Rights Watch. C'est une ONG qui est financée par George Soros. Bon, George Soros, je ne vais pas le présenter, je pense que chacun pourrait se faire sa propre opinion. Et enfin, cerise sur le gâteau, ce fameux rapport César a été présenté à huis clos en 2014 à 11 ministres des Affaires étrangères, dont le ministre français. Et le ministre français à l'époque, c'était Laurent Fabius. Alors, or, l'affaire du sang contaminé qu'il a sur les mains, parce que ça, il ne faut quand même pas l'oublier, c'est quand même Laurent Fabius s'était permis bien avant 2014 de dire que le groupe Jabhat al-Nosra, donc un groupe terroriste criminel qui a été reconnu par tout le monde comme étant un groupe terroriste criminel, faisait en Syrie du bon boulot. Donc c'est vrai que ce rapport César est sujet à caution. Et ça a donné naissance à ce fameux embargo qui prive la Syrie aujourd'hui, parce que c'est quand même 8 ans, 2014-2022, ça fait déjà la 8e année d'embargo, et ça prive le pays de toute reconstruction possible, parce que si une entreprise étrangère voulait investir sur le sol syrien, elle ne pourrait pas, parce qu'elle se retrouvait mise à l'amende par le gouvernement américain. En plus, ça prive toute importation dans le pays, c'est-à-dire pas de médicaments, pas de produits de première nécessité, etc. Exportation également. Exportation également. Donc c'est vrai que cet embargo est un embargo inhumain et répugnant. Donc effectivement, quand nous avons écrit notre lettre ouverte, le message principal, et je le redis d'ailleurs devant vous, c'est stop à cet embargo. Stop à cet embargo qui fait souffrir le peuple syrien et qui en plus crée des décès, parce qu'il y a des enfants et des nourrissons qui en meurent tous les jours de cet embargo, il faut le savoir quand même. Dans votre lettre, vous dites, je cite, « Si officiellement ces sanctions américaines et européennes ne concernent pas les aides humanitaires, leurs conséquences sont dramatiques. » C'est-à-dire qu'il n'y a en fait pas d'aide humanitaire non plus, puisqu'il y a cette espèce d'embargo au milieu. En réalité, c'est un peu piégé. C'est là où où c'est vraiment pervers, parce qu'en fin novembre 2021, je vais être précis, le gouvernement américain, avec les Turcs d'ailleurs, avec le gouvernement turc, a fait envoyer plus de 3000 tonnes de semences de blé pour soi-disant aider le peuple syrien. Sauf que le gouvernement syrien s'est méfié, ils ont fait analyser les semences. Malheureusement, les semences étaient contaminées. Contaminées, donc elles auraient été impropres à la consommation derrière, et en plus elles étaient contaminantes. Ça veut dire qu'elles auraient appauvri complètement la terre. Donc, pour l'aide humanitaire, voilà, on repassera, quoi, vous voyez. Donc c'est vraiment un effet pervers, cet embargo. À la lecture de votre lettre et donc des témoignages qui y sont mis dedans, on a la sensation que les habitants ont l'air plutôt de soutenir leur président, donc Bachar al-Assad. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti sur place ? Ah bon, on l'a même constaté. Parce qu'en Syrie, il faut savoir, vous avez 3 groupes ethniques à peu près. Vous avez des sunnites, des druzes et des alaouites. Ils ne sont pas forcément d'accord entre eux. Ils ont même des rancœurs qui datent de loin. Sauf que pour faire face à la coalition internationale, ils se sont tous rangés derrière leur président, derrière le président Bachar el-Assad. Et ça, c'est vraiment étonnant. Ça veut dire que l'union, il y a eu une union parfaite pour dire stop, on n'est pas d'accord pour se faire envahir par une coalition internationale. Quel rôle la France devrait jouer dans cette crise syrienne, si elle a un rôle à jouer d'ailleurs ? Elle aura un rôle à jouer parce que la France a toujours eu une politique étrangère de rapprochement avec les pays arabes. Donc elle devrait être la première à dire stop à l'embargo. Parce que si la France le décidait aujourd'hui, bien évidemment que ça aurait un effet domino, puisque la coalition internationale à ce moment-là se dirait bon, qu'est-ce qui se passe avec la France ? Pourquoi la France dit stop à cet embargo ? Donc la France peut tout à fait le décider demain. Quelle suite espérez-vous maintenant justement par rapport à tout ça ? La suite, c'est que je crois que je vais le dire, je vais le redire plutôt, stop à cet embargo. C'est complètement affreux qu'au XXIe siècle, il y ait encore un embargo qui fasse souffrir un peuple. Parce que c'est toujours le peuple qui morfle dans l'histoire. C'est jamais, vous savez, les grands généraux politiciens et tout, eux, ils morflent pas vraiment, mais c'est le peuple qui est en train de souffrir. Et là, s'il y a un message à faire passer aujourd'hui à M. Macron, allons-y, stop à l'embargo. Comment nos auditeurs, s'ils sont intéressés par le sujet, comment ils peuvent suivre l'évolution de la situation ?
C'est un peu difficile parce que toutes les relations diplomatiques avec la Syrie sont coupées. Les agences de presse syriennes n'ont pas le droit de citer en France, donc c'est un peu compliqué. En revanche, ils peuvent toujours suivre un peu ce que je publie ou ce qu'on publie. De toute façon, on va organiser un colloque au mois de juin où on va essayer de faire venir donc quelques-uns de nos amis syriens que nous avons rencontrés sur place. Et on va continuer effectivement à pousser dans ce sens-là. Donc, écoutez, il y aura toujours moyen pour quelqu'un de se tenir au courant. On a hâte de suivre l'évolution. Merci beaucoup, Claude Janvier, d'avoir été avec nous. Merci à vous.